Cela faisait 20 ans qu'elle partageait sa vie avec lui. 20 ans à croire que la fidélité se mesurait à la constance des gestes et à la routine rassurante des jours. 20 ans à lui faire confiance, à construire pierre après pierre une vie qu'elle croyait solide, sincère, à deux, sans fissure apparente. Leur maison principale, en banlieue, respirait la stabilité. Leurs enfants avaient grandi là, leurs disputes avaient trouvé écho dans ces murs, et chaque réconciliation avait laissé dans l'air un parfum d'éternité naïve. L'été, ils partaient toujours dans leur maison de vacances, ce havre blanc au bord de la mer, où les cris des mouettes semblaient bénir leurs matinées lentes et leurs apéritifs du soir. Elle aimait cette maison d'un amour profond, presque viscéral, parce qu'elle y voyait la preuve tangible de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais, un matin, alors qu'elle s'occupait d'un simple papier administratif, une curiosité lui traversa l'esprit, une intuition légère, presque anodine. Elle voulut vérifier à quel nom la maison était enregistrée, simplement pour compléter un dossier de succession anticipé, une formalité sans importance. En cherchant dans les archives notariales, elle découvrit un document qu'elle n'aurait jamais dû voir, un acte signé il y a 10 ans, discrètement, presque honteusement. La maison n'était pas à leurs deux noms, mais au sien et à celui d'une autre femme. Un nom inconnu, un prénom doux, presque banal, mais qui la transperça comme une lame glaciale. Son cœur se serra, sa respiration se bloqua, et son monde se fendit en deux dans le silence d'un bureau éclairé par la lumière grise d'un matin d'hiver. D'abord, elle crut à une erreur, une simple confusion de dossiers, mais plus elle lisait, plus tout devenait limpide. La maison de leurs vacances, leur refuge, leur symbole, appartenait à une inconnue et à son mari. Elle sentit une nausée monter, une vague brûlante d'humiliation et de colère. Un tremblement secouait ses doigts. Les souvenirs se mirent à défiler dans sa tête comme une pellicule déchirée. Les week-ends passés à repeindre les volets, les rires partagés dans la cuisine, les photos accrochées au mur, lui qui posait fièrement devant la façade, disant « Notre maison », comme s'il croyait à son propre mensonge. Elle revit tout cela, et chaque image prenait soudain une teinte amère, empoisonnée. Elle attendit le soir, sans rien dire, le visage figé dans un calme glacial, jusqu'à ce qu'il rentre, fatigué, souriant, ignorant que sa trahison avait éclaté en plein jour. Elle le regarda poser sa veste, lui servit un verre, le laissa parler, s'excuser d'un retard inexistant, puis, d'une voix douce, presque étrangère, elle demanda « Dis-moi, c'est qui, Clara ?» Il sursauta, ses yeux perdirent leur couleur, et en cet instant, elle sut. Pas besoin d'explication, pas besoin de mots, la vérité se lisait dans son regard, dans ce vide soudain, dans cette panique muette d'un homme pris au piège de ses propres fils. Elle l'écouta bafouiller, nier, puis supplier. Elle n'entendait plus rien, seulement le battement régulier de son propre cœur, un tambour de guerre dans le silence du salon. Elle monta se coucher, sans un mot de plus, laissant en bas un homme défait, réduit à l'ombre de lui-même. Les jours suivants, elle observa, froide, distante, comme on observe un ennemi vaincu. Elle fit ses recherches, découvrit tout. 10 ans de double vie, de voyages prétendument professionnels, de week-ends volés, de cadeaux achetés avec leur argent commun, de promesses faites à une autre femme. Elle découvrit que Clara n'était pas seulement une maîtresse, elle était l'autre moitié d'un autre monde qu'il avait bâti, un miroir mensonger de leur propre vie. Ce n'était pas seulement la trahison d'un corps ou d'un cœur, mais celle d'un univers parallèle où elle n'avait jamais existé. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle devint simplement absente, comme si une partie d'elle avait quitté son propre corps. Les enfants remarquèrent le silence, mais elle garda tout pour elle, comme un secret trop lourd pour être partagé. Un jour, elle fit ses valises sans prévenir. Elle prit la route seule vers cette fameuse maison. En arrivant, elle la trouva déserte, immobile, comme une scène figée après une tempête. Elle entra, marcha lentement sur le parquet qu'elle avait elle-même choisi, regarda les rideaux qu'elle avait cousus, les murs qu'elle avait peints, et pensa « tout ça, c'était pour quelqu'un d'autre ». Elle prit un briquet dans son sac, non pas pour brûler, mais pour se souvenir qu'elle en avait le pouvoir. Elle resta longtemps sur la terrasse, face à la mer,
jusqu'à ce que la lumière décline. À ce moment-là, quelque chose changea en elle. La douleur se transforma en lucidité. Elle comprit que la vengeance ne serait pas un cri ni un drame, mais une disparition calme, totale. Elle vendit la maison sans qu'il le sache, utilisant la faille juridique qu'il avait lui-même créée en associant un autre nom au sien. L'argent, elle le plaça dans un compte à part. Puis, un matin, elle quitta tout sans explication, sans adieu, laissant derrière elle des traces floues, des papiers vides, un numéro désactivé. Lui la chercha, appela, écrivit, supplia encore, mais elle ne répondit jamais. Elle avait simplement effacé sa présence du monde qu'il croyait posséder. On raconte qu'il revint souvent à la maison, seul, assis face à la mer, dans cette bâtisse désormais silencieuse hantée par son propre mensonge. Elle, quelque part, vivait enfin libre, dans une petite ville inconnue, sous un autre nom, sans bague, sans passé, mais avec cette paix nouvelle qui naît quand tout s'effondre et que l'on comprend qu'on n'a plus rien à perdre. Et quand parfois le vent de la mer soufflait fort, elle fermait les yeux, se souvenait de cette maison qu'elle avait tant aimée et se disait qu'au fond, ce n'était pas lui qu'elle avait perdu, mais l'illusion d'une vie qu'elle méritait mieux que lui. Les mois passèrent comme des ombres lentes sur le calendrier, et la vie, peu à peu, reprit un rythme différent, moins bruyant, plus profond. Elle s'était installée dans une petite ville au bord d'un lac, à des centaines de kilomètres de tout ce qu'elle avait connu. Son nom, désormais, n'était plus celui qu'il avait prononcé des milliers de fois. Elle avait repris celui de jeune fille, comme une façon de renaître à elle-même. Le matin, elle se levait tôt, ouvrait les volets de son nouvel appartement et regardait la lumière danser sur l'eau, se disant que la liberté avait parfois le goût du silence. Elle ne portait plus d'alliance, ne parlait plus de son passé, et quand on lui demandait ce qu'elle faisait avant, elle souriait simplement. « J'étais quelqu'un d'autre. » Elle trouva un travail modeste dans une petite librairie du centre-ville. Un endroit calme où les clients entraient avec des visages doux et curieux, où les livres sentaient la poussière et la promesse d'un nouveau départ. Elle s'y sentait bien. Le propriétaire, un homme plus âgé, la traitait avec respect et discrétion, sans jamais poser de questions. Les gens la connaissaient sous ce nouveau prénom qu'elle avait choisi, un prénom court, simple, qui ne portait pas le poids d'une histoire. Les soirs d'hiver, elle restait parfois tard, seule dans la boutique, à lire ou à écrire de longues lettres qu'elle n'envoyait jamais. Des lettres à elle-même, ou à lui, ou à la femme qu'elle avait été, pour comprendre, pour mettre des mots sur l'indicible. Et parfois, dans ces lettres, un ton plus froid revenait, celui de la vengeance douce, celle qui se tisse dans la patience. Car si elle avait disparu, lui, de son côté, s'effondrait. Elle le savait, elle suivait tout de loin, discrètement, sans jamais se montrer. Par des amis communs, par des traces en ligne, elle apprenait les détails. Il avait perdu son emploi, accablé par des dettes qu'il avait tenté de dissimuler. Clara l'avait quitté dès qu'elle avait compris qu'il n'était plus l'homme stable qu'elle imaginait. La maison de vacances avait été vendue sans qu'il touche un centime, et tout ce qu'il avait tenté de construire s'était effondré comme un château de sable sous la marée. Elle ne jubilait pas, non, il n'y avait pas de joie à voir quelqu'un sombrer, même un traître, seulement un sentiment d'équilibre retrouvé, une justice muette rendue par la vie elle-même. Un jour, pourtant, une lettre arriva à son ancienne adresse, une lettre qu'elle reçut par hasard, car le nouveau propriétaire, curieux, avait fait suivre le courrier. C'était lui, une écriture tremblée, fatiguée, pleine de repentir. Il disait qu'il l'aimait encore, qu'il avait tout perdu, qu'il voulait la revoir, lui parler une dernière fois, qu'il regrettait chaque mensonge, chaque silence. Elle lut cette lettre en silence, plusieurs fois, sans émotion. Elle se dit que les mots d'un homme brisé n'effacent jamais les gestes d'un homme menteur. Mais une idée germa, lente, méthodique. Non pas celle d'une vengeance spectaculaire, mais d'un miroir. Elle décida de répondre, une seule fois. Sa lettre fut brève, sans colère, presque tendre. Elle écrivit « Je te pardonne, mais je ne reviendrai jamais. » Parfois, le pardon n'est qu'une manière de tourner la page définitivement. Elle signa de son nouveau prénom, celui qu'il ne connaissait pas,
celui de la femme qu'elle était devenue. Puis elle posa la lettre dans une boîte, et en la glissant, elle sentit pour la première fois une paix complète. Les semaines suivantes, elle s'inscrivit à des cours de dessin, de photographie, de randonnée. Elle apprit à voyager seule, à rire seule, à aimer seule. Elle rencontra des gens simples, vrais, des âmes cabossées comme elle, qui avaient perdu beaucoup mais continuaient d'avancer. Et un soir de printemps, dans un café au bord du lac, elle fit la connaissance d'un homme calme, veuf depuis des années, un homme qui parlait peu mais regardait profondément. Il ne lui demanda jamais d'où elle venait, ni pourquoi son regard portait parfois la trace d'une douleur ancienne. Il lui dit seulement qu'il aimait sa manière de se taire sans tristesse. Elle resta prudente, distante, longtemps. Mais, à mesure que les jours passaient, elle sentit quelque chose renaître en elle, quelque chose qu'elle croyait mort. La capacité d'aimer sans peur, de faire confiance sans naïveté. Un matin, il l'invita à venir voir sa maison au bord du lac. C'était une vieille bâtisse de pierre, simple, sans luxe, mais pleine de lumière. Elle eut un vertige, une seconde de recul, la peur de revivre le passé, de redonner à un lieu le pouvoir de la blesser. Il remarqua son hésitation et dit doucement « Tu n'as rien à craindre ici. Tout est à ton nom, si tu veux. » Ce fut la première fois qu'elle pleura depuis des années, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Elle comprit que la vie, parfois, rend ce qu'on a perdu, mais différemment, plus lentement, plus sincèrement. Plus tard, elle raconta son histoire à cet homme, par fragments, sans jamais dire son ancien nom. Il l'écouta sans juger et répondit simplement « Alors tu as survécu ?» Oui, elle avait survécu, à la trahison, au mensonge, à la honte. Elle avait traversé le feu, et de l'autre côté, elle avait trouvé une paix qui ne dépendait plus de personne. Et parfois, en marchant au bord de l'eau, elle repensait à la femme qu'elle avait été, celle qui croyait que l'amour devait durer toujours. Elle lui souriait, doucement, comme à une sœur disparue, parce qu'au fond, elle savait que le véritable amour, celui qu'elle cherchait depuis toujours, ce n'était pas celui d'un homme, mais celui qu'on finit par se porter à soi-même quand tout le reste s'effondre.